Sur le site antique de Kuman, l'une des plus grandes découvertes archéologiques a été mise au jour, les manuscrits de la mer Morte. Il s'agissait d'une collection de 981 manuscrits différents provenant de 11 grottes. Lors d'une inspection de routine des falaises des manuscrits de la mer Morte, des chercheurs ont découvert une cavité profondément entaillée dans la roche. Aucune carte ne la mentionnait. Aucune étude antérieure ne l'avait même laissé entrevoir. Lorsque les archéologues ont percé la paroi et ont regardé à l'intérieur, l'atmosphère dans le tunnel a instantanément changé. Plusieurs ont reculé sans un mot. L'un d'eux a refusé d'y entrer. Nombreux furent ceux qui se détournèrent de l'entrée et jurèrent de ne jamais y revenir. Quel que fût le secret de cette chambre, il était clair que quelqu'un l'avait scellée pour une raison bien précise. La montagne refusait de livrer ses secrets. Pendant la majeure partie du 20e siècle, les archéologues pensaient bien que Kuman avait déjà livré son histoire. Les découvertes majeures avaient été extraites de la falaise. Les premières équipes de fouilles décrivaient le terrain avec une précision assurée. Elles affirmaient que chaque ouverture suffisamment large pour abriter un vase à rouleau avait été explorée, cartographiée et dégagée. À leurs yeux, le désert avait déjà livré tout ce qui comptait. Lorsque des chercheurs sont revenus sur le site par la suite, ils ont accepté cette conclusion sans grande discussion. En 1986, nous pénétrons dans une grotte à l'ouest de Jéricho. Dans cette grotte, nous découvrons tout d'abord 6 documents datant de la période Bova, ainsi qu'un document plus ancien de l'époque perse. Les rapports universitaires décrivaient Kuman comme un projet achevé. De nombreux chercheurs affirmaient que tout ce qui était encore enfoui dans les falaises serait trop petit ou trop endommagé pour avoir une incidence sur l'histoire. Des archéologues chevronnés déconseillaient même aux jeunes équipes de s'y rendre, insistant sur le fait que les grottes au rouleau constituaient un mystère résolu, sans aucune découverte à faire. Pourtant, le désert de Judée a une réputation qui inquiète. Selon plusieurs rapports de terrain, ce paysage recèle des fissures et des cavités insoupçonnées. Les éboulements modifient la forme des falaises. Des ouvertures autrefois visibles peuvent disparaître sous des débris récents. Les guides locaux évoquent parfois des endroits où des chèvres disparaissent dans la roche et ne reviennent pas. Rien de tout cela ne prouve l'existence de chambres secrètes, mais cela suffit à rappeler aux chercheurs que les déserts ne livrent pas facilement leurs secrets. Une nouvelle expédition a décidé de tester les hypothèses établies. Au lieu de parcourir la paroi rocheuse avec des cordes et des lanternes comme leurs prédécesseurs, ils ont utilisé un équipement inédit depuis les premières fouilles des rouleaux. L'objectif n'était pas de trouver de nouveaux fragments de rouleaux, mais de rechercher des espaces vides à l'intérieur même de la roche. L'équipe a déployé des scanners terrestres compacts, des tablettes et des contrôleurs de drones. Ils comptaient et laissaient les machines explorer des zones inaccessibles à l'œil nu. Les drones ont décollé et ont lentement parcouru les parois calcaires. Les scanners ont mesuré les variations de densité et renvoyé des images superposées de la roche. Au début, tout correspondait aux anciennes cartes. Une falaise massive, des grottes connues, quelques cavités peu profondes, rien d'inhabituel. Lors des 2e et 3e survols, les données ont changé. Des formes sont apparues qui ne correspondaient à aucune ouverture répertoriée. Un technicien a soupçonné un dysfonctionnement et a redémarré le système, mais les formes sont réapparues. Leurs contours, bien que faibles, étaient insuffisamment réguliers pour inquiéter l'équipe. Certaines pensaient observer les premiers signes d'une formation plus profonde que les relevés précédents n'avaient pas permis de déceler. D'autres soutenaient que le scanner interprétait mal la roche. La frustration grandissait à mesure que les formes se précisaient au lieu de disparaître. Lorsque l'équipe ajusta de nouveau les capteurs, les formes floues fusionnèrent en un contour net. Cela ne ressemblait ni à une fissure, ni à une poche d'érosion. L'espace semblait clos. L'idée qu'une cavité scellée se soit logée à l'intérieur d'une falaise familière pendant plus de 70 ans suscita un mélange d'incrédulité et d'excitation grandissante. Si ce vide était réel, alors l'histoire de Kuman, longtemps acceptée, n'avait jamais été complète. Et plus les scans étaient profonds, plus il devenait évident que la montagne dissimulait bien plus qu'un simple espace vide. Une étrange anomalie qu'aucune carte ne pouvait expliquer.
Le premier véritable choc survint lorsqu'un des chercheurs zooma sur le scan et découvrit une forme qui n'avait rien à faire dans une falaise naturelle. La cavité était dissimulée derrière la paroi d'une grotte connue, cachée dans l'épaisseur du calcaire. Ce qui frappa tous les regards, c'était sa symétrie. D'après les rapports géologiques, les cavités naturelles dans les falaises désertiques forment généralement des poches irrégulières, mais celle-ci était presque parfaitement ovale. Même les plus sceptiques de l'équipe reconnurent que la nature produit rarement des courbes aussi nettes dans la roche. Cette forme méritait un examen plus approfondi. En l'examinant de plus près, le vide commença à ressembler à une chambre. Le contour extérieur du scan suggérait l'existence d'une entrée, probablement ancienne. Celle-ci semblait obstruée par une épaisse plaque de calcaire fusionnée à la falaise originelle. Cette fusion laissait supposer que l'obstruction n'était peut-être pas naturelle. Certains chercheurs ont envisagé la possibilité d'un plafond artificiel tout en précisant qu'il s'agissait d'une hypothèse. Pourtant, plus ils étudiaient l'image, plus elle ressemblait à un espace construit plutôt qu'à une cavité accidentelle. L'emplacement de la chambre souleva encore plus de questions. Elle ne correspondait pas au modèle des anciennes salles de stockage découvertes sur d'autres sites de rouleaux. Elle ne s'alignait pas avec les traces d'érosion qui avaient façonné des ouvertures naturelles. Elle ne ressemblait pas à l'agencement des cachettes connues de l'époque romaine. Les chercheurs la comparèrent une à toutes les catégories auxquelles ils pouvaient penser. Aucune explication ne parvint à ces fins. Rien de ce qui avait été documenté lors des fouilles précédentes ne correspondait à ce qu'ils observaient. Afin de confirmer l'anomalie, l'équipe consulta des images du sol datant des années 1970. Ces anciens relevés ne montraient absolument rien dans cette partie de la falaise. Cette absence était prévisible, car le matériel utilisé à l'époque était moins sensible que les capteurs modernes. Néanmoins, cela démontrait que ce qu'ils observaient était resté invisible pendant des décennies. Un ingénieur suggéra qu'une fracture dans la roche aurait pu masquer complètement la cavité aux technologies plus anciennes. Cette possibilité donnait à la présence de cette structure un aspect encore plus intentionnel. La situation devint plus troublante encore lorsqu'ils examinèrent la zone entourant la chambre. Un étroit passage, partiellement rempli de fragments de pierre et de poussière, se trouvait à proximité. D'après des informations non vérifiées, la forme du passage étroit laissait supposer qu'une personne avait tenté d'atteindre la chambre il y a longtemps. L'angle du tunnel semblait précipité et irrégulier, comme si le creuseur avait travaillé sous pression ou sous l'effet de la peur. Les découvertes faites par l'équipe à proximité corroboraient cette hypothèse. Éparpillés sur le sol, gisaient des tessons de poterie, un morceau de manche d'outils brisé et un clou d'aéron romain. Les objets ne semblaient ni rangés ni entreposés. Ils paraissaient abandonnés, jetés là. Certains membres de l'équipe pensaient qu'ils appartenaient à quiconque avait tenté de pénétrer dans la chambre par le passé et s'était arrêté brusquement, pour des raisons encore inexpliquées. La découverte instaura une tension palpable dans le camp. Il ne s'agissait plus d'une simple exploration, c'était la preuve d'une tentative infructueuse pour atteindre quelque chose de caché. Ces indices ont bouleversé la mission. L'anomalie n'était plus une simple curiosité à l'intérieur de la roche. Elle était devenue un mystère qui remettait en question tout ce que l'équipe croyait savoir, croyait savoir des falaises entourant Kuman. Face à ce mystère désormais indéniable, l'équipe n'eut d'autre choix que de tenter une descente que peu oseraient. Et cette décision les mena droit vers les premiers signes de réalité. Le danger, la descente dans la falaise et les premiers signes de problème. L'équipe a préparé cordes, harnais et ancrage avec une précision extrême, pleinement consciente du danger que représentait la moindre erreur. Plusieurs membres ont signalé que les vents à cette altitude changeaient de direction sans prévenir et que de petits cailloux se détachaient régulièrement et glissaient à leurs pieds. L'endroit paraissait instable dès le départ et l'équipe a compris que l'accès à la chambre ne serait pas chose aisée. La descente a commencé à un rythme contrôlé. Chaque chercheur progressait avec précaution, vérifiant les cordes avant de déplacer son poids. Certaines parties de la falaise étaient instables et l'équipe s'est vite rendue compte que la roche était plus tendre que prévu. De fines plaques de calcaire se détachaient sous une faible pression, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à la sécurité.
Pour éviter que la corniche ne cède, les alpinistes ont dû installer des ancrages plus solides, plus profondément ancrés dans la roche. Chaque coup de forêt leur rappelait la fragilité de la surface et la rapidité avec laquelle la situation pouvait dégénérer. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'étroite corniche à l'extérieur de l'anomalie, ils comprirent que c'était pire que prévu. La corniche était si mince qu'une seule personne pouvait s'y tenir à la fois. Le moindre déplacement de poids suffisait à faire tomber de petites pierres. L'équipe changea de position avec précaution. L'atmosphère devint tendue. D'après les témoignages ultérieurs, personne ne parlait sauf en cas d'absolue nécessité. Du rebord, l'anomalie n'était qu'à quelques mètres. De la poussière recouvrait la surface du mur de pierre. Aussi les chercheurs commencèrent-ils à la gratter avec des brosses et de petits outils. À mesure que les débris se détachaient, de faibles marques apparurent. Des entailles superficielles disposées en rangées droites. Ces motifs ressemblaient aux marques d'outils observées dans les grottes à rouleaux originels. C'était le premier signe que le mur devant eux avait peut-être été travaillé par des mains humaines. Une fine fissure courait le long du bord de la surface de pierre. Elle paraissait anormale. Un archéologue la décrivit comme l'endroit où quelqu'un avait jadis tenté de forcer l'entrée. Lorsque l'équipe élargit légèrement la fissure, une bouffée d'air chaud s'en échappa. Il était sec et vicié, comme si la chambre était restée fermée pendant des siècles. Mêlée à la chaleur, une légère odeur attira l'attention du membre le plus expérimenté du groupe. C'était l'odeur de vieux tissus et de terre séchée, une odeur que les équipes de terrain associent souvent aux anciens lieux de sépulture. Cela changea tout. Ce qu'ils touchaient ne faisait pas partie de la falaise naturelle. C'était une chambre artificielle. Quelqu'un avait façonné la paroi à la main, puis l'avait scellée derrière une couche de calcaire massif. L'équipe échangea un bref regard. Ils comprirent que ce qui se cachait derrière cette barrière avait été dissimulé intentionnellement. La discussion sur l'opportunité de l'ouvrir fut de courte durée. La paroi montrait déjà des signes de faiblesse, et la fissure qui s'y était formée prouvait qu'il y avait un espace derrière. Ils positionnèrent leurs outils le long de la fissure la plus large et travaillèrent mettés par petits coups précis et contrôlés. Chaque coup provoquait une légère vibration dans la corniche. Un membre du groupe avertit que la roche environnante était trop fragile, mais ils persistèrent. Ils devaient voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Après plusieurs coups précis, une profonde fissure apparut à la surface. Le coup suivant élargit suffisamment l'ouverture pour laisser filtrer la lumière. La corniche tremblant sous leurs pieds, ils élargirent l'ouverture jusqu'à créer une étroite entrée. Lorsque le dernier morceau se détacha et tomba vers l'intérieur, une cavité obscure apparut devant eux. La chambre était ouverte et, la paroi ne faisant plus obstacle à la vue, l'équipe était enfin prête à y pénétrer. La pièce bien rangée qui ne devrait pas exister. Les premiers instants passés dans la chambre prirent tout le monde par surprise. Après la descente difficile et la lutte pour percer le mur scellé, l'équipe s'attendait à trouver une cavité effondrée ou un amas chaotique d'objets brisés. Au lieu de cela, ils pénétrèrent dans une pièce à l'agencement impeccable. Rien ne semblait éparpillé, rien ne paraissait déplacé. On aurait dit que quelqu'un en était sorti peu de temps auparavant, même si l'air ambiant suggérait qu'elle était restée fermée pendant des siècles. Le spectacle le plus frappant était celui des rangées de jarres en argile disposées près de l'entrée. Il y en avait des dizaines, toutes identiques en taille et en forme. Elles étaient disposées en lignes nettes et droites, une précision qui ne s'improvise pas. Certains membres de l'équipe ont trouvé que cela leur rappelait un entrepôt organisé par quelqu'un qui tenait à ce que chaque chose soit à sa place. D'autres étaient mal à l'aise, car cet ordre était trop parfait pour une chambre cachée si profondément dans une falaise. Chaque jarre était scellé par des couches de lin imbibé de résine jusqu'à ce que sa surface prenne un aspect presque pierreux. D'après les premières impressions, ce style de plafond suggérait que les jarres étaient destinées à protéger un objet fragile de l'humidité, des insectes et de l'oxygène. Au centre de la pièce trônait un grand panier tressé. Sa taille, à elle seule, le rendait remarquable.
Il arrivait presque à la taille et était confectionné avec une précision inhabituelle. Le tissage était serré et complexe. Plusieurs chercheurs ont fait remarquer que la technique semblait plus ancienne que tout ce que les dépôts minéraux de l'époque romaine avaient révélé sur le couvercle, laissant supposer que le panier avait été scellé bien avant la fermeture de la chambre elle-même. Cela soulevait une question importante. Pourquoi un objet d'une époque bien plus ancienne aurait-il été placé aux côtés de genres romaines dans la même pièce? Le sol ajoutait encore à la confusion. Une fine couche de poussière recouvrait le sol, lisse et intact. Seules les empreintes fraîches de l'équipe trahissaient cette présence. Cela signifiait que la chambre était restée inoccupée pendant très longtemps. Rien à l'intérieur ne suggérait une activité récente. Le silence qui y régnait, combiné à la disposition délibérée des jarres, conférait à la pièce un calme troublant. On n'avait pas l'impression d'un entrepôt abandonné à la hâte. Tout semblait maîtrisé. À mesure que l'équipe examinait la disposition de plus près, les avis divergeaient. Certains chercheurs pensaient que l'agencement évoquait un espace rituel. Ils désignaient le panier central et les rangées rectilignes comme des signes de préparation cérémonielle. D'autres pensaient que la pièce avait servi de dépôt d'urgence pour les personnes qui y cachaient des objets de valeur ou des provisions importantes en période de danger. Ces deux théories restaient spéculatives. Mais aucune ne permettait d'expliquer pourquoi des objets datant de différentes époques étaient conservés ensemble dans une même pièce. Cette contradiction troublait tout le monde. Elle suggérait une intention, mais celle-ci demeurait obscure. Personne ne s'accordait sur l'identité de celui qui avait utilisé la pièce ni sur les raisons de l'importance accordée à son ordre. La seule certitude était que l'espace avait été préparé avec soin. Quelqu'un était venu ici, avait disposé ses objets et scellé l'entrée, s'attendant à ce que la pièce reste cachée. Pourtant, malgré cet agencement si précis, la pièce recelait quelque chose, et le premier indice apparut dans un endroit qu'ils avaient presque négligé. Des parchemins qui n'auraient jamais dû être enterrés. Le premier indice que la chambre contenait plus que des jarres apparut sur la paroi du fond. Tandis que l'équipe débarrassait la chambre de la poussière et des pierres éparses, un chercheur remarqua une légère cavité creusée dans la roche. Il ne s'agissait pas d'une poche naturelle. Les bords étaient droits et portaient des marques d'outils bien visibles. À l'intérieur de cette cavité se trouvaient 3 paquets compacts, disposés côte à côte. Au premier abord, ils ressemblaient à de simples enveloppes de tissu. Puis, l'équipe remarqua les formes sous les banderoles. Chaque paquet possédait un noyau cylindrique ferme. Les contours étaient trop réguliers pour être le fruit du hasard. C'étaient des rouleaux. Ils n'avaient pas été conservés dans des jarres comme la plupart des manuscrits de la mer Morte. Il n'y avait là que des morceaux de tissu enveloppés en plusieurs couches et durcis par le temps. Les dégager de leur emplacement prit du temps. Le tissu extérieur était rigide et rêche. D'après les premières cyanotes, les échantillons prélevés en surface contenaient des sels minéraux probablement ajoutés pour les protéger des insectes et de l'humidité. Ce détail correspondait aux méthodes de conservation connues pour le site de Cuman, mais le mode de pliage était différent. Au lieu de simples bandes extérieures, le tissu avait été replié sur lui-même à plusieurs reprises, isolant ainsi les carottes de la lumière et de l'air. Ce type de reliure n'apparaissait dans aucun rapport de fouille consulté par l'équipe. Certaines bandes de tissu étaient bouclées et nouées d'une manière inconnue des personnes présentes sur le site. Un paquet se distinguait particulièrement. En son centre, une fibre était nouée selon un motif inhabituel. Plusieurs chercheurs ont par la suite constaté que ce type de nœud était absent des vestiges de Cuman. Ce détail a soulevé des questions quant à l'identité de la personne qui l'avait noué et à son appartenance éventuelle à la communauté locale. De légères traces de suie maculaient certaines parties du tissu. Certains archéologues ont émis l'hypothèse que cela suggérait que les rouleaux avaient été emballés ou déplacés dans un environnement enfumé, peut-être lors d'attaques ou d'incendies à proximité. Cette idée restait spéculative, mais elle correspondait à la manière dont les paquets avaient été enfoncés profondément dans la niche creusée, comme si quelqu'un avait voulu les mettre à l'abri du danger. En comparant les mesures et les photographies avec des images de manuscrits de la mer Morte déjà découverts, l'équipe a remarqué des similitudes dans la taille et la courbure des paquets. Selon une analyse interne,
Certains détails ressemblaient à des écrits mentionnés dans les premières notes de catalogue, mais jamais retrouvés. Ces notes faisaient référence à des textes disparus lors de la première vague de découvertes au milieu du XXe siècle. En examinant le tissu de plus près, ils découvrirent de faibles mantes couvrant de faibles traces d'encre ayant traversé la couche extérieure, permettant ainsi à l'équipe de reconstituer des fragments du contenu des rouleaux. Un fragment semblait correspondre à un verset d'un texte apocalyptique connu. Viendra un temps où les ténèbres recouvriront le pays. Les fils de la lumière se lèveront et les fils des ténèbres tomberont. Un second fragment paraissait lié à un récit rare concernant des êtres anciens. L'équipe nota les mots visibles. Leurs rêves étaient peuplés de visions de sang et de destruction. Un troisième ensemble de marques ressemblait à un avertissement tiré d'un document juridique. Le jugement s'abattra sur eux, car leurs actes ne sont plus cachés. Personne ne comprenait pourquoi ces versets précis avaient été enterrés ensemble, ni pourquoi ils avaient été scellés dans un tissu plutôt que conservés dans des jarres. Certains membres de l'équipe supposèrent que les rouleaux provenaient d'une bibliothèque plus vaste, emportée à la hâte avant l'arrivée des troupes romaines. D'autres émirent l'hypothèse que les auteurs estimaient ces messages cruels trop dangereux pour les laisser à la vue de tous. Quelles qu'aient été les intentions, un fait devint évident. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour protéger et dissimuler ces textes dans une chambre quasiment inaccessible. Pourtant, rien dans cette niche ne les avait préparés à ce qui les attendait au fond de la chambre. C'est là que la découverte prit une toute autre dimension. Le coin sombre, personne n'osait s'approcher. Le coin le plus éloigné de la chambre était le seul endroit que l'équipe n'avait pas examiné de près lors de la première exploration. La lumière y pénétrait à peine, et le sol y paraissait différent du reste de la pièce. Il était légèrement en pente et plus poussiéreux que les alentours, comme si quelque chose y avait reposé pendant très longtemps. Au début, personne n'y prêta attention. Mais une fois les principaux éléments répertoriés, un des chercheurs suggéra d'examiner attentivement ce coin avant de quitter la chambre. En rapprochant leur lampe, le changement de sol devint flagrant. Le sol était plus sombre et compact, avec une forme qui ne correspondait pas aux parties intactes de la pièce. Cela semblait intentionnel. Une fine croûte de poussière recouvrait la surface. L'équipe utilisa de petits pinceaux pour la dégager. Et tandis que la couche supérieure se détachait, un os incurvé émergea du sol. Il était pâle sur la terre sombre. Tout mouvement dans la chambre s'arrêta. À mesure qu'il dégageait le sol, la forme en dessous se dessinait. Le contour du corps d'un enfant apparut. Les restes appartenaient à un enfant de 7 à 10 ans. La position des ossements fit reculer plusieurs personnes. L'enfant gisait face contre terre. Ses mains s'étaient enserrées derrière son dos, croisées et liées par un fin fil de métal. Le fil avait vieilli et pris une teinte verdâtre cassante, mais sa fonction était évidente. Elle avait servi à maintenir l'enfant en place. La découverte changea immédiatement l'atmosphère dans la chambre. Un archéologue se retira et refusa de poursuivre. Un autre murmura que ce ne pouvait être une sépulture normale. Plusieurs ossements portaient des marques qui ne correspondaient pas à une décomposition naturelle. Certains membres pensent que ces marques pourraient indiquer un traumatisme, bien que cela n'ait pas été confirmé. Cette simple possibilité instaura un silence pesant au sein du groupe. Le détail le plus troublant apparut lors de l'examen du crâne. Une petite pierre était logée dans la bouche de l'enfant. Elle y avait été placée intentionnellement. Certains chercheurs suggérèrent qu'il pouvait s'agir d'un rituel d'une communauté inconnue. D'autres pensèrent qu'il pouvait s'agir d'une punition ou d'une tentative de faire taire l'enfant après sa mort. Ces hypothèses restaient spéculatives, mais chaque interprétation avait la même importance. Ce n'était pas un traitement doux, ce n'était pas un enterrement respectueux. Quoi qu'il se soit passé, cela impliquait la peur, l'urgence, ou une tentative de contrôler quelque chose que les vivants ne comprenaient pas. L'équipe tenta de comprendre la scène. Si les genres et les rouleaux symbolisaient de la préservation et l'ordre, ce coin représentait tout autre chose. C'était comme un avertissement, un message laissé par des personnes dont les intentions étaient désormais obscures.
La découverte affecta l'équipe de différentes manières. Un membre refusa de retourner dans la chambre pour le reste de la journée. Un autre insista pour qu'il documente rapidement les vestiges et quitte les lieux. D'après des témoignages ultérieurs, plusieurs chercheurs plaidèrent pieusement pour l'arrêt des fouilles jusqu'à ce que les autorités soient averties. Une fois la nature de ce qu'ils avaient sous les yeux comprise, la pièce n'eut plus rien d'intéressant à explorer. C'était une décision que l'équipe n'était pas prête à prendre, la décision que personne ne voulait prendre. Une fois chaque objet de la chambre photographié, mesuré et répertorié, l'atmosphère changea. L'excitation de la découverte s'estompa, laissant place à une question plus grave. L'équipe devait désormais décider du sort à réserver à un lieu qui abritait à la fois des artefacts sacrés et une sépulture troublante. Ce n'était plus seulement un site archéologique, c'était un lieu où se mêlaient preuves, mémoires et possibles scènes de crime. Les premiers à s'exprimer plaidèrent pour une fouille complète. Ils estimaient que tout ce qui se trouvait à l'intérieur devait être immédiatement retiré et transporté dans des environnements contrôlés. Selon certains, la chambre était trop instable pour rester ouverte. La paroi rocheuse montrait déjà des signes de fragilité. Un nouvel éboulement risquait d'écraser les jarres, les rouleaux et les restes avant même qu'ils aient pu être étudiés correctement. D'autres s'y opposèrent, Ils avertirent que vider complètement la chambre la priverait de son contexte. Pour eux, la disposition des objets était aussi importante que les objets eux-mêmes. Ils soulevèrent également une question d'éthique. L'enfant attaché n'était pas qu'une simple donnée. Cette découverte concernait une personne inconnue dont l'histoire était désormais liée à chacune de leurs décisions. Se précipiter pour vider la chambre leur donnait l'impression d'effacer une seconde fois la vérité. La présence des ossements de l'enfant obligea l'équipe à faire appel à des personnes extérieures au domaine archéologique. Les autorités judiciaires furent contactées. Les représentants culturels et religieux furent informés. Selon des rapports ultérieurs, certains de ces conseillers insistèrent sur le fait que tout travail futur devait respecter à la fois les impératifs scientifiques et la dignité du défunt. Après de longs débats, un compromis fut trouvé. La chambre serait temporairement rouverte. L'accès serait restreint jusqu'à ce qu'un comité plus large décide de la marche à suivre. Du matériel de surveillance a été installé près du nouveau sceau afin d'enregistrer les mouvements et de s'assurer que personne n'y pénètre sans autorisation. Finalement, un point a fait consensus. La chambre a soulevé plus de questions que de réponses. Les jarres, les rouleaux de manuscrits, le panier ancien et la sépulture obscure n'appartenaient ni à la même époque, ni même à la même communauté. Ces chronologies contradictoires suggèrent bien que différents groupes ont utilisé cet espace caché pour des raisons différentes, et qu'au moins un groupe y a dissimulé quelque chose que les autres n'avaient jamais eu l'intention de découvrir. Si ce n'était qu'une chambre secrète parmi tant d'autres dans les falaises de Qumran, que recèle encore le désert, partagez vos réflexions dans les commentaires.